Alors, des questions. Ah, il y a des questions de remarques. Oui, madame. S'il vous plaît, oui. Monsieur le maire, ces deux rapports sont consultables qu'en mairie au secrétariat. Nous sommes surpris et très étonnés que ces dossiers ne soient pas consultables en ligne. C'est une Vous... bonne Oui, bah oui, parce que vous cessez de toujours vanter l'utilité des nouvelles technologies. Le conseil municipal est en l'occurrence sur YouTube dorénavant. Dernièrement, depuis 1 an et demi quand même. Oui, depuis 1 an et demi, tout à fait. Le rapport de la Cour régionale des comptes est aussi en ligne. C'est une obligation. Voilà. Vous avez aussi une application qui est en cours d'ailleurs. J'aurais une question à poser là-dessus, parce qu'on a eu une information au dernier conseil municipal, mais on n'a pas eu plus dans le détail, le coût, des choses comme ça, savoir si... Je n'ai pas le coup en tête. C'est passé en commission achat. On n'a pas eu de... Ouais, mais entre la commission d'achat et aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas eu de... Ouais, bah, vous faites une question écrite et puis je vous répondrai au prochain conseil. Donc tout simplement, voilà, on pensait que s'il s'agissait d'une simple difficulté technique, qui soit réparée la prochaine fois, ou en aucun cas d'un acte volontaire pour rendre difficile l'accès aux documents. Non, sur ce type de document, il n'y a pas vraiment de question. C'est vrai qu'on aurait pu vous envoyer, mais je ne suis pas même sûr qu'on les ait eu en version électronique. On a eu 3 exemplaires papier. Oui, mais justement, il y aurait pu une possibilité. On transmettra à l'agglomération. Des techniques pour mettre en ligne, je pense que c'est On faisable. transmettra à l'agglomération le fait de nous envoyer, comme ça on pourra vous le transférer, mais c'est une excellente remarque. Merci. Je vous remercie de faire avancer la sauvegarde des arbres. C'est dans le même sens. Si vous voulez, d'habitude on les avait en version papier, on avait en version papier, et là, par économie budgétaire, l'aglo nous a envoyé 3 chaque. C'est pour ça qu'on les a mis à disposition, on n'a pas les versions électroniques. Mais on leur demandera la prochaine. Merci. Merci Madame Delcroix. D'autres questions ou remarques? C'est bon pour tout le monde? Allez, donc il faut prendre acte. Tout le monde acte? Parfait. 2.6 qui concerne la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique. L'État, par une circulaire du 11 mai 2011, a saisi de nombreuses municipalités afin de déployer la verbalisation électronique. Il s'agit ici d'une modernisation de l'action publique. On y était il y a encore quelques instants en termes d'électronique. Alors, quel est le contexte? Pour mémoire, depuis mars 2011, l'État a donc entamé le déploiement du procès-verbal électronique qu'on appelle PVE au sein des services de police et de gendarmerie, soit 3600 services verbalisateurs. Souhaitant accompagner les collectivités territoriales, l'État met en place un fonds d'amorçage s'étalant sur plusieurs années afin de subventionner l'investissement en matériel des collectivités à concurrence de 50% de la dépense et dans la limite de 500 € par terminal. La dotation initiale du fonds est de 7,5 millions. Je rappelle que la verbalisation électronique est en place déjà au sein d'actuels services de police municipale, mais qu'elle est partielle et concerne uniquement les infractions au stationnement. Il faut donc la compléter et l'améliorer afin de permettre aux agents de l'APM de verbaliser toutes les infractions au code de la route relevant de leurs compétences. Quel est le principe? L'agent verbalisateur disposera d'un terminal portatif sur lequel il saisira l'infraction qui sera transmise de manière dématérialisée au Centre national de traitement de Rennes. L'avis de contravention sera ensuite envoyé automatiquement au domicile du titulaire de la carte grise, à l'instar de la procédure radar et franchissement de feu rouge du contrôle automatisé. Les courriers de contestation judiciaire seront pris en charge par le CNT pour transmission par voie informatique aux officiers du ministère public qui auront la charge d'examiner localement les demandes d'annulation. Il est prévu que dans un premier temps de la mise en place du PVE, le contrevenant soit averti de sa verbalisation par la position d'un avis sur son pare-brise. Dans ce cas, il incombe aux collectivités territoriales de se doter du matériel répondant aux normes de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, qu'on appelle l'ANTAI, le logiciel de gestion étant mis gracieusement à disposition par l'État. Les 3 terminaux d'un coût unitaire de 1 198,80 € ont été acquis courant le mois d'octobre 2015. La mise en œuvre qui interviendra avant la fin de l'année implique un conventionnement avec l'État qui prévoit à la fois les modalités de collaboration technique et la participation financière. On vous demande ce que vous d'accord pour conventionner et de mettre en place ce processus de verbalisation électronique. Alors, je crois que c'est Madame Branly d'abord, et après c'est vous. Madame Branly, on ne l'a pas encore entendu ce soir. Vous venez de nous dire que la police municipale avait actuellement ce système pour le stationnement. Oui. Donc moi je vais revenir au problème de ma rue. Non, mais attendez, parce que vous m'avez dit qu'un panneau, pour mettre éventuellement de telle heure à telle heure, coûtait très cher. Au niveau des... Ah si, au dernier conseil, vous m'avez dit.
Là, cette semaine, il y a eu 7 voitures qui sont garées. La police n'est pas passée. Donc quand je fais 135 x 7, le panneau il est largement payé. Mais on ne récupère pas l'argent des contraventions. Ah non. Et alors pour qu'est-ce que vous allez faire pour se faire un panneau? Parce que finalement les gens s'égarent. Hein, et... Non, alors on va faire des opérations qu'on appelle. Vous connaissez la politique aux abords des écoles. Hein. Oui, non, mais ça je suis d'accord avec vous. Je réexplique pour tout le monde. Hein. La politique aux abords des écoles, c'est zéro tolérance dès qu'on oblige les parents ou les enfants à aller sur la chaussée. C'est-à-dire que quand une personne est garée sur un passage piéton ou empêche par son stationnement le passage, hein, clairement, c'est-à-dire qu'une poussette doit passer sur la chaussée et pas sur le trottoir pour rejoindre ou partir d'une école, je demande aux agents, et sous le contrôle de M. Partniki, qui est directeur de la police municipale, de verbaliser systématiquement, parce que c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Sur ces questions-là, en fait, on va maintenant augmenter la cadence de présence. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait 2 par 2, maintenant sur les écoles, on va faire un agent par école en même temps. Ce qui fait que toutes les écoles auront un agent présent en même temps, et ce qui permettra aussi d'éviter, parce que le constat est clair, hein, c'est que quand la police municipale est sur une école, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, on va aussi leur donner un peu l'habitude, tout en étant un peu pédagogique, et leur indiquant qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent se garer, et que faire 200 mètres à pied, c'est pas non plus la mer à boire. Non, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et sur la rue en question, qui est la rue Jules Ferry, à terme, je l'ai déjà dit, hein, mais je pense qu'il y aura une seule solution, c'est de fermer la rue aux entrées-sorties d'école. Comme ça se fait dans notre ville. Ah! Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais imaginez-vous la personne qui fait des cartes, qui commence à 2 heures. Donc elle va devoir partir à 1 heure de chez elle parce que la rue va être fermée de quelle heure à quelle heure? Non. On cherche des idées, de toute façon tout passera, hein, il y a quand même des différences qui vont être faites. Voilà, ça se passe déjà, ça existe déjà dans certaines communes sur des rues étroites, hein, parce qu'on a quand même une des plus grandes écoles de la ville qui ont des à sens unique, c'est quand même le pire endroit pour mettre une école. Hein, mais, et donc actuellement, quand il y a actuellement, on va faire... Est-ce que les gens sont autorisés ou pas? Parce que le samedi soir c'est pareil. Écoutez, vous venez, il y a la messe, voilà quoi. On va regarder ça tranquillement, on va vous répondre par courrier, ok? Monsieur Partniki, vous prenez bonne note et vous transmettez. Merci, monsieur Partniki. Madame Delcroix. Donc voilà, justement, vous aviez un petit peu répondu, c'est si ça ne rapporte rien à la commune, on ne comprend pas cette dépense parce que la seule motivation, c'est de verbaliser le Marquois. Parce qu'elle est aujourd'hui utilité de cette police municipale. Parce que si vous parlez des migrants, ils sont à pied et à vélo. Ouais, non, mais ça, c'est pas de sens de dire ça. L'étude de la police municipale, on va refaire les débats, débat après débat. Un exemple tout bête, hein, les cambriolages divisés par 10 cet été. Ouais, justement, on n'a pas eu les chiffres. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ces chiffres d'incivilité sur la commune de Marc? On va vous transmettre les chiffres de cambriolage, mais par rapport à l'année dernière, divisé par 10. À même période. Sur l'ensemble des personnes qui ont fait l'opération Tranquillité Vacances, durant les grandes vacances, c'est 0 cambriolage. Dans ces cas, si vous pouvez nous faire un petit rapport sur tout ce qu'il y a eu comme sensibilité ces derniers avec grand cette plaisir. année. Bien. Par contre, pour le fait que ça ne rapporte rien à la commune, mais c'est une dépense, c'est quand même un coût. C'est de la sécurité, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très, très clair. Quand au Fort Vert, on a des véhicules qui roulent à parfois 90 en plein centre du Fort Vert, moi j'estime qu'en tant que responsable de la sécurité de la ville, c'est mon devoir de faire en sorte de verbaliser ces chauffards. Ah oui, quand il s'agit de vitesse, là je suis entièrement d'accord avec vous. La sécurité on marque quoi. Le PVE permettra d'utiliser le radar, qui est passé en commission achat la fois dernière. Donc c'est-à-dire qu'on flash au radar, qui est un radar mobile, et à ce moment-là, ce sera verbalisation automatique. Typiquement. C'est surtout d'ailleurs pour la question de vitesse qui se sera utilisé ce PVE. Mais ça n'amène rien du tout en termes de... Si, ça ramène de la sécurité pour les enfants. Ça ramène de la sécurité. Oui, en termes de sécurité, je suis d'accord avec vous. Et moi, je pensais au stationnement. C'était simplement une prévention au niveau des abords des écoles. Et quand il s'agit d'excès de vitesse, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je suis désolé, mais aux abords des écoles,
quand on a dit une fois, deux fois, trois fois à une même personne que se garer sur une ligne jaune ou sur un passage piéton, ou se mettre à proximité d'un passage piéton alors qu'il y a une ligne jaune et qu'on ne voit pas les gamins qui sont derrière le 4x4, c'est une vie d'enfant. Une vie d'enfant, ça n'a pas de prix. Et un service public, on n'est pas là pour rentabiliser. Si on peut éviter de trop perdre, c'est mieux. Mais moi, je suis désolé, une vie d'enfant, ou une vie même d'une personne, une vie non, humaine, mais là, je ne jamais mettrai en cause une vie d'un enfant ou même d'un Marco ou de n'importe qui d'ailleurs. Et puis le PVE, là on en a pour un coût d'achat en enlevant les subventions à moins de 1 500 €, je pense, c'est des choses comme ça, 1 500 €. Donc si vous voulez, ça vaut le coup, parce qu'on va les utiliser en plus pour les radars. Surtout ça, l'intérêt c'est que tout ce qui est contrôle de vitesse dans les hameaux. Non mais vitesse, la route du Fort Vert, entre Marc et Fort Vert, je confirme. Il y a certaines personnes qui vont très très vite. Et ça permettra également de faire respecter les arrêtés de circulation des poids lourds. L'interdiction de circulation des poids lourds. Madame Le Seine. Oui, pour que les choses soient bien claires, Madame Delcroix, il ne s'agit absolument pas de verbaliser les Marquois ou ceux qui passent sur le territoire de Marc. Si on en vient à la verbalisation, c'est vraiment après avoir fait preuve d'énormément de pédagogie et avoir des conducteurs qui ne comprennent pas bien ce qu'on leur explique, ce que la police municipale leur explique, puisque la police municipale a été pendant de très nombreux mois dans un rôle d'éducation et de prévention. Donc il arrive un moment où, force est de constater que la pédagogie ne portant pas ses fruits, malheureusement, on est obligé de sévir, entre guillemets, et je crois que ça sera d'autant plus dommageable que, il me semble, M. Bartnicki, les contraventions sont augmentées, et on n'a plus le choix maintenant, c'est-à-dire qu'auparavant c'était 35 €, et là, 45 oui, maintenant ça passe à 135, mais c'est passé de 35 à 135. Hein, voilà. Donc, toutes les personnes qui n'entendent pas les conseils de prévention donnés par notre police municipale, malheureusement, quand elles auront une contravention à 135 €, elles sont quand même obligées d'en tenir compte. Mais c'est dommage qu'on arrive là. Voilà. Et je compléterai, s'il vous plaît. C'est vraiment pas par gaieté de cœur, les contraventions. C'est qu'à un moment donné, quand on leur a dit 3-4 fois, et c'est toujours une minorité, c'est toujours le même petit pourcentage de personnes qui ne respectent pas et qui, malheureusement. Et je déplore, moi je préférais une fois de plus ne pas avoir à mettre de police municipale, ne pas avoir à mettre de verbalisation, mais force est de constater que, c'est efficace, on va donner les chiffres, et que deux, sur certaines personnes, il n'y a pas de choix que de verbaliser. Par contre, moi je voulais revenir sur le service vacances camping. J'ai demandé à j'avais rempli un papier parce que je suis partie cet été en vacances et je peux dire que la police municipale a très bien fait son travail parce qu'en 15 jours de vacances, elle est passée 7 fois chez moi, j'ai eu les petits papillons. Alors je ne sais pas si je fais partie d'agrément privilégié, mais bon. Mais franchement, j'ai eu les 7 papiers chez moi. Donc je peux dire que le travail... Non, il y avait la date qui signait. Voilà. Je voulais préciser aussi. Bon, c'est gentil, madame Morin. Non, mais typiquement, faire une police de proximité, ça permet de faire des choses comme ça, c'est-à-dire. Et puis ça montre qu'il y a vraiment du passage et que c'est important. Bon, monsieur Bartnicki, merci. Bon, vous n'oubliez pas de donner les chiffres. Hein. Alors, on va passer au vote. Y a-t-il encore des questions? C'est bon? On va simplement s'abstenir au vote. Simple bonne raison, c'est qu'on a toujours été contre la police municipale et que aujourd'hui valider l'acquisition d'un verbalisation, c'est malvenu. C'est votre choix. Donc si vous partez en vacances, on ne surveille pas Ça arrive à Tout à l'heure, vous parliez de mutualisation des moyens. Il faut savoir que la police nationale aussi passe et met également des papiers dans les boîtes. Beaucoup.
Alors, ça le fait, c'est vrai, vous avez raison. Et ça le fait beaucoup moins, et c'est vraiment le rôle d'une police de proximité. C'est-à-dire que nous, en police de proximité, on peut faire beaucoup plus de passages, et je vous l'ai dit, les chiffres sur les parties complémentaires. On n'est jamais là pour remplacer, mais on est là pour apporter un service en plus que la police nationale, malheureusement, vu le contexte actuel, peut plus difficilement apporter. Et je voulais aussi simplement rebondir, c'est par rapport au nombre de PVE achetés. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en acheter 3? Parce que si une personne s'est fait avoir une fois, qu'elle paye 135 €, elle se mettra sûrement pas une deuxième fois, donc ils seront peut-être intéressants 1 mois, 2 mois, mais après. En fait, c'est chaque agent qui doit avoir son propre PVE, avec sa carte nominative, parce que c'est des désagréments, etc. Donc c'est pour ça, c'est ça, monsieur Martin, qui fait la bêtise. Et de toute façon, quand un agent est en ronde, que ce soit à VTT, à pied ou en véhicule, il doit avoir son PVE sur lui, parce qu'il y a toujours, en fait, si vous voulez, c'est comme ses gants, son outil de travail. Comme avant, chaque agent avait son déclaration papier. C'est pareil. Ok. Alors, on va passer au vote. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Alors, le groupe socialiste, mais alors, qui est chef de groupe maintenant? Pour l'instant, il n'y en a pas encore défini. Vous me direz? Prochainement, certainement. C'est gentil. Comme ça, on a une personne référente. Alors, donc, abstention du groupe, ex-groupe de M. Perron, on va dire ça comme ça. Et, La liste continue ensemble, c'est très bien. La liste continue ensemble, parfait. Alors, continuons ensemble notre conseil municipal. 3.1 qui concerne donc, le point 3, les finances, première délibération. Une demande de subvention. Le 9 février dernier, le pays du Calaisis a désigné territoire à énergie positive en devenir. Le SYMPAC a répondu en 2014 à l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte. Bien que les objectifs soient bien établis, la programmation des actions peut encore être précisée. Dans ce cadre, un soutien technique est apporté par les services du ministère en charge de l'environnement et l'ADEME, de manière à présenter un programme d'action complet et ainsi nous permettre de rejoindre les territoires pour la croissance verte qui ont déjà été sélectionnés. Outre l'enveloppe financière de 500 000 € qui pourra être octroyée aux porteurs d'action du Calaisis durant une période de 3 ans, cette candidature constitue une réelle opportunité pour le territoire de s'affirmer dans une telle démarche. Le pays du Calaisis a été positionné comme territoire candidat. Le SYMPAC portera donc la candidature via la signature d'une convention maire et présentera ainsi les actions des EPCI qui le composent. Cette délibération vise à positionner la ville de Marcq comme favorable à cette candidature et à la signature d'une convention fille. 2 actions retenues sur la commune, en concertation avec les services du SYMPAC, du ministère et de l'ADEME, et ces deux actions sont d'une part la programmation pluriannuelle de remplacement des candélabres vétustes et énergivores par des équipements à LED et à détection de présence, et d'autre part la réalisation à proximité du rond-point permettant l'accès à la route départementale 940 vers l'entrée numéro 49 de l'autoroute A16 au bout de l'avenue François Mitterrand d'une aire de covoiturage de 20 places. Sous réserve de la validation des partenaires, la signature de cette convention permettait d'obtenir 110 000 € de subvention, dit respectivement sur les 2 projets 80 000 et 30 000 €. Voilà. Question, remarque? C'est bon pour tout le monde, on va passer au vote. Qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Unanimité, je vous remercie. 3.2. Budget 2015, une première décision modificative. À ce stade de l'année, il est nécessaire de modifier quelques lignes budgétaires ouvertes au budget afin d'ajuster certains crédits. Et je vais donc me reposer un peu en donnant la parole à mon premier adjoint chargé des finances, Monsieur Lefebvre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Cette décision modificative de crédit s'équilibre à 119 200 en investissement et à 28 000 en section de fonctionnement. Sur la section d'investissement, en recettes, il s'agit de l'ajustement et l'inscription de nouveaux crédits. La FCTVA pour moins 7 800 €, la subvention pour la ludomobile, plus 1 300 €, les produits des amendes de police, plus 7 500 €, la subvention Maxi Green 2014, plus 11 200 €, la DETR pour les travaux de la réhabilitation de l'église des M de Marcq et les travaux d'équipement de lutte
contre l'incendie, plus 107 000 €. Les dépenses d'investissement évoluent de la manière suivante. Plus 113 600 en opération 9002 pour l'acquisition des immobilisations suivantes. Logiciel de la police municipale, logiciel pour l'extension du multi-accueil de la maison petite enfance et des solutions de pare-feu pour les écoles, mobilier et équipement pour les écoles et pour l'extension du multi-accueil de la maison de petite enfance, une autolaveuse avec chariot pour un aménagement de poste à l'école primaire du Moulin. Aussi, un équipement de la ludomobile pour 1 300 € et l'acquisition d'une mini-pelle pour terminer ce chapitre. Nous avons également plus 5 600 en opération 9002 pour le remplacement des moteurs des cloches de l'église de Marc, centre. En section de fonctionnement, en recette, il s'agit de l'ajustement des remboursements sur rémunération, des contrats aidés, CI, et des agents titulaires dépendants du régime général, plus 28 000 €. En dépenses de fonctionnement, il s'agit de l'ajustement des crédits pour les frais de personnel, plus 28 000 €, ventilés comme suit. Tout d'abord, la taxe patronale, versement transport, plus 11 000 €. Augmentation du taux de cotisation de plus de 60% à compter du 1er juillet 2015, soit un taux de 2% au lieu de 1,25. Et deuxièmement, les contrats aidés, plus 17 000 € dans le détail, plus un contrat aidé à temps complet au service de la collecte des ordures ménagères et des déchets verts, plus un contrat aidé à 20 heures pour le remplacement des agents de service en arrêt de travail. Merci, monsieur le premier adjoint. Cela apporte-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Boucher. Petite remarque, monsieur le maire, c'est le fonds compensateur de TVA qui est négatif de 7 800 €. C'est pourquoi l'explication, si je parle d'explication? L'explication, elle est simple. En fait, il s'agit d'un ajustement donc, de cette FCTVA sur les réseaux enfouis rue du Stade. En fait, on ne peut pas récupérer la TVA sur les réseaux enfouis, tout simplement. En revanche, on devrait avoir une subvention de EDF. D'accord. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? C'est bon pour tout le monde? Allez, on va passer au vote. Une personne qui vote contre, personne qui s'abstienne, personne, unanimité. Je vous remercie. Bon travail, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. 3.3, avance sur les subventions communales 2016 au budget annexe association municipale, donc c'est des délibérations classiques, on passe tous les ans. Dans l'attente du vote du budget community 2016 et afin d'assurer la trésorerie nécessaire au budget annexe, CCS et foyer des personnes âgées, aux associations ou sociétés locales, ainsi qu'aux autres organismes, je vous propose d'accorder une avance sur subvention 2016 qui pourra dépasser 50% de la subvention attribuée en 2015. Cette avance sera versée sur présentation d'une demande écrite de l'association, de la société ou des autres organismes, qui justifiera l'emploi de cette avance accompagnée de la production du compte de résultat et du bilan de 2015. Délibération classique. Questions, remarques? Oui, monsieur Massé. Alors, moi, personnellement, je n'avais pas... Vous pouvez appuyer sur le petit bouton, s'il vous plaît. Oui. Merci. Mais comme j'aime bien vous regarder, le micro... Pas trop, monsieur Massé. Hein. Au sujet des subventions, personnellement, je ne vais pas prendre part au vote sur les subventions. Simple et bonne raison, c'est que je suis soldat de France, donc fait partie d'une association patriotique. Et en lisant les documents qui m'ont été remis il y a très peu de temps, je ne vois plus l'association dont je fais partie, qui est l'UNC. Pouvez-vous m'éclairer là-dessus? Monsieur François, il a donné son dossier, il a pas donné son dossier. Voilà. On n'a pas encore eu la demande de subvention pour l'année à venir. Donc, demande de subvention remise en retard, on ne peut pas donner des avances. Il a pris son dossier aujourd'hui. Ah, parce que j'ai eu le président... Monsieur François, il est venu chercher le dossier aujourd'hui.
C'est-à-dire que les associations qui rendent... On avait mis une deadline pour le rendu de dossier. Les associations qui rendent après la deadline, on ne peut pas les mettre dans les avances sur subvention. Et on étudiera leur demande, comme toutes les demandes, pour une subvention complète pour l'année qui suit. Du fait que le secrétaire est hospitalisé en ce moment, ceci explique peut-être cela. Peut-être, mais nous, on n'a pas été prévenus, donc au moment où vous concernez... J'espérais simplement que c'était pas un retrait. Non, vous avez la réponse, monsieur Massé. Voilà, je vous remercie. De rien, monsieur Massé. D'autres questions, d'autres remarques? Je ne prendrai pas. Et madame Fulot. Je ne prendrai pas part non plus au vote faisant partie de différentes associations et étant membre actif. Alors, en fait, c'est ce qu'on nous a reproché. Ouais, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire comme l'année dernière, c'est que on va bien indiquer que chacun est bien conscient des associations, des bureaux dans lesquels il fait partie, et que donc on enlèvera les personnes. Vous avez parfaitement raison. Donc, qu'on a déjà fait l'année dernière, c'est-à-dire que ceux qui font partie des différentes associations, si vous êtes tous d'accord, on ne prendra pas part au vote, on ne va pas faire ligne par ligne, mais on considère que c'est un cas général, pas de conflit d'intérêts. Voilà. On a bien retenu ce que vous avez signalé l'année dernière. C'est moi qui l'ai dit, c'est la chambre régionale. Que dire. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va donc passer au vote, en notant bien que ceux qui sont membres des bureaux des différentes associations ne font pas au vote sur les différentes lignes qui leur reviennent. Hein, des votes contre, des abstentions, l'unanimité, je vous remercie. 3.4, une dépense d'investissement pour 2016 d'autorisation préalable, donc c'est la même chose. Selon l'article L1612-1 du CGCT, dans l'attente du vote du budget primitif 2016, afin de ne pas retarder l'exécution de certaines dépenses d'investissement indispensables, je vous propose de faire application de l'article L1612-1 du CGCT qui précise l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Le projet de délibération de votre possession détaille les différents crédits ouverts au budget 2016 dès le 1er janvier. Délibération classique encore une fois. Remarques, questions? Tout va bien? Monsieur Lamblin, tout va bien? Vous n'applaudissez pas, monsieur Lamblin? Allez, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. 3.5, actualisation du tarif de la restauration scolaire. Le tarif des tickets de cantine avait été fixé le 1er septembre 2011 à 2,50€ en maternelle et 2,60€ en primaire. Depuis cette date, nous avons constaté qu'aucune revalorisation n'avait été effectuée. Je tiens à préciser que le coût du repas s'élève pour la commune à plus de 5,50€, comprenant les frais personnels, le pain, l'électricité, l'eau, le coût du repas en lui-même bien évidemment, auquel pourraient s'ajouter les frais de mobilier et le logiciel. Par ailleurs, cette hausse reste cependant en dessous du niveau d'inflation et du coût d'inflation depuis 2011. À titre d'exemple, à Calais, le repas de cantine coûte 3,05€, à Coulogne-et-Berriot 3,15€ et à Coquel 3,30€. Je vous propose donc de fixer le tarif du repas de cantine pour les maternelles à 2,60€ et celui du repas pour les primaires à 2,70€ à compter du 1er janvier 2016, soit une augmentation pour chaque ticket de 10 centimes. Madame Delporte. Monsieur le maire, vous revendiquez dans tous les supports de communication que vous baissez la taxe d'habitation. Elle représente environ 9€ par foyer et par an. Aujourd'hui, pour une famille de 2 enfants, le ticket de cantine représente une augmentation de 30€ annuelle. Donc il est facile de communiquer sur la baisse de la taxe d'habitation, mais quand il s'agit de nos enfants, je pense qu'il y a un petit peu une incohérence dans l'augmentation de cette... Alors, c'est très simple sur la taxe d'habitation. Pour vous répondre très simplement, la taxe d'habitation suit l'inflation et suit l'évolution des bases chaque année, naturellement. Là, les tickets de cantine ne suivent même pas l'inflation. J'ai fait ici les petits calculs. C'est-à-dire que les salaires augmentant de toute façon logique
via l'inflation, très légèrement, je suis d'accord. Mais depuis 2011, on a eu en 2011 2,1% d'inflation, en 2012 2%, en 2013 0,9% et en 2014 0,5%. Ce qui veut donc dire, et j'ai fait les calculs année par année, en reprenant mes suites mathématiques sur mes restes de cours de S, si rien qu'en suivant l'inflation, hein, on aurait dû être à 2,74 € pour les élémentaires et 2,63 € pour les primaires, pour les maternelles. Pardon. Donc, même là, on est en dessous du niveau de l'inflation, où vous comprenez bien qu'à partir d'un moment donné, vous l'aviez très fortement et très justement dit tout à l'heure en parlant de la police municipale, il ne faut pas qu'on perde trop, et il faut qu'on récupère un tout petit peu là où on peut récupérer. C'est en deçà de ce qu'on devrait même faire, pour tout vous dire. Et c'est justement dans l'objectif de limiter le coût pour les familles qu'on a pris la décision d'augmenter que de 10 centimes, parce qu'on fait un rattrapage de quelque chose qui n'a pas été fait depuis quasiment 4 ans. On parle d'enfants quand même. Je suis bien d'accord, mais il faut aussi comprendre que nous, on a des charges de personnel qui augmentent, des charges à côté d'électricité, de chauffage qui augmentent également, de plus en plus d'enfants. On améliore d'un autre côté la nourriture. Le passé de Happy à Dupont Restauration, globalement, d'après mes retours, c'est quand même meilleur. Avec un repas bio par mois, avec des filières locales, avec également des repas à thème très très réguliers, je pense tous les mois. Et la mise en place d'un système qui permet également aux familles de ne pas avoir à se déplacer pour venir en mairie, pour poser des jours de congé, ou des après-midi ou des heures pour quitter leur travail, pour venir chercher des tickets de cantine. Donc au final, vous voyez, tout s'équilibre. C'est pas tant l'explication que vous me donnez, parce que ça, quand depuis le début je dis que c'est par rapport à nos enfants, donc la qualité, je vous l'accorde, puisque moi-même mes enfants étaient en cantine, donc c'est très bien de penser à nos enfants, mais c'est simplement parce que vous communiquez sur la baisse de la taxe d'habitation qui représente que 9 €, et là c'est une augmentation de 30 €. Donc pour une famille qui a 2 enfants, bien sûr sa facture de taxe d'habitation va baisser de 9 €, mais elle va augmenter de 30 € pour les tickets de cantine. Donc au final, cette famille est perdante. Elle n'est pas perdante parce que l'inflation, si vous voulez, fait que les différentes aides que vous apportez via la CAF, via d'autres organismes, ont été complétées et évaluées. Et donc, là, en étant en dessous de l'inflation, les familles ne peuvent pas être perdantes. Il y a peut-être d'autres moyens de faire baisser ou de récupérer de l'argent que d'augmenter le ticket de cantine. Alors, c'est justement parce que nous sommes très attachés au bien-être de nos enfants que nous nous sommes évertués à leur trouver et à leur offrir un repas de qualité pour une somme qui reste modique par rapport au prix des repas facturés dans les communes aux alentours. Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours faire un petit peu de démagogie, hein, et je comprends très bien pourquoi vous en faites, mais 2,60, ça reste tout à fait accessible. Maintenant, si on veut tomber dans le ridicule, on pourrait aussi les nourrir gratuitement, hein, ça c'est possible également. Hein. Donc, Madame Fleur. Madame Fleur. Madame Fleur a ses enfants dans une certaine école. C'est la même cantine. Ici, c'est seulement 2,70 €. Chez nous, c'est 5,40 € un enfant. Sachant qu'il y a le coût de la vie qui augmente, la nourriture, les employés, il y a toutes choses à payer. Vos enfants ne sont pas à marque? Excusez-moi. Ah bah, il faut les mettre à marque. Ça ne reçoit pas. C'est pas sur la terrain comme ça, pendant quand ils sont pas majeurs. J'ai eu des problèmes avec mon fils, malheureusement, ça arrive. Et quand vous avez une certaine prof qui dit devant tout le monde, je veux pas de cas dans ma classe, qu'est-ce que je fais?
Merci. Moi, je n'ai pas remis en cause la qualité de quoi que ce soit. Madame, Je fais simplement une remarque par rapport à la baisse de la taxe d'habitation et l'augmentation du ticket de cantine. Non, non, mais là, vous avez commencé à dire que je ne mettais pas mes enfants en marche. Je n'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit. Et je les ai dit. Je n'ai pas dit ça. Si, je vous ai posé la question à savoir si vous mettez vos enfants en marche. Donc, mes enfants ont été en marche. Bon, allez, Madame Delcroix, si vous me rassurer, j'ai pas mis mes enfants à marche. Non, vous n'en avez pas encore. J'ai consulté mon livret de famille. Pas reconnu en tout cas. Bon. Monsieur Bouchel. Monsieur le maire, je vais également prendre la parole car c'est un sujet que je connais bien. 18 ans à la charge des écoles de Marc et m'occupant du dossier organisme scolaire. Je voudrais vous poser plusieurs questions avant de donner mon sentiment sur cette question. Est-ce que le contrat qui nous lie actuellement avec la société de restauration API est un contrat triennal sur 3 ans? C'est un contrat sur 3 ans renouvelable tous les ans. Bien. Est-ce que dans ce contrat, il a été prévu une indexation du tarif de repas par rapport au coût de la vie, ou bien la société API s'est-elle engagée à maintenir pendant toute la durée du contrat un prix facturé à la commune pour le repas maternel de primaire à 2,19 €? Le prix reste le même. Non. Il y a une révision. Excusez-moi. Il y a une révision. Chaque année, une révision, c'est obligatoire. Très bien, je m'en doutais. Troisième question. C'est là mon argument, monsieur le maire. Chut. Comment se fait-il, monsieur le maire, que la société API ait proposé un tarif unique de restauration pour les enfants, l'ensemble des enfants marquois, qu'il s'agisse des enfants de maternelle et de primaire, à 2,19 €, alors que la société Dupont avait un tarif à 2,19 € en maternelle et un 2,36 € en TTC. J'espère qu'elle n'a pas changé les grammages, c'est-à-dire les quantités à donner aux enfants par rapport au cahier des charges. Est-ce que vous pouvez m'assurer ça? Est-ce que les maternelles et les primaires ont la même quantité au niveau des grammages dans le cahier des charges? Bah, écoutez, moi je vais donner mon sentiment, c'est que les enfants, cette fois-ci, mangent toutes leurs assiettes, et ce que nous disent les dames de cantine, c'est qu'elles jettent beaucoup moins. Donc même s'il y a des grammages, mais je ne pense pas. Il n'y a pas de grammage différent. Les grammages sont corrects par rapport au cahier des charges dans le cadre de ce que vous m'avez demandé. En tout cas, ils mangent beaucoup plus. Moi, quand je vais quand même voir les cantines, je suis allé par exemple aux communes, c'était le jour de la chip Parmentier. Je n'ai pas mangé, hein, je vous rassure. Mais les enfants se sont régalés. Enfin, clairement, ils ont quasiment tous tout mangé, même de la salade, même du maïs qui est à côté. Et donc, ils mangent plus. Maintenant, le pourquoi est-ce que c'est moins cher que ce qu'on avait auparavant, ça, il faut demander à la société. Moi, mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est que le marché de la restauration scolaire est un marché ultra fermé. C'est-à-dire que généralement, quand on a un fournisseur, on n'en change pas. Et que peut-être que la société a voulu un peu casser ses prix pour nous avoir comme clients. C'est une explication, je ne sais pas si c'est l'explication réelle, mais en tout cas, on ne peut que s'en réjouir. Hein. Bon. Si on a de la meilleure qualité pour le même prix... Monsieur le maire, c'est vrai que nous sommes en dessous de la concurrence des autres communes avoisinantes. Pas la concurrence. Hein, non, la communes avoisinantes au niveau des tarifs. Et c'était une volonté municipale parce qu'on ne voulait pas donc, taxer les parents pour un repas. En sachant qu'il y a beaucoup de familles en difficulté qui ont du mal à donner un repas équilibré à leurs enfants avec une entrée, un plat et un dessert. Et ces familles sont aidées via les dispositifs de la mairie, sont toujours aidées de la même façon. Moi je ne comprends pas quand même, monsieur le maire, que vous puissiez quand même augmenter 10 centimes, c'est rien, ça va faire 6 000 € sur 60 000 repas livrés l'année dernière. 10 centimes d'euros d'augmentation, ça nous fait 6 000 € en plus. C'est une goutte d'eau, je pense, pour notre commune. Surtout que ça avait financé, monsieur le maire, un terrain synthétique de football à 600 000 €. Donc pour moi, les familles marquoises sont pénalisées. Surtout que 2,19 € TTC, ça n'a pas changé pour les maternelles. Et en primaire, c'est 2,36 €, on passe à 2,19 € également. Et là, on est au-dessus parce qu'on est à 2,60, 2,10 €. Donc, que faites-vous, monsieur Bouchel? J'ai bien compris votre raisonnement. Hein. Ça, je me permets de vous interrompre. Que faites-vous de l'augmentation obligatoire des salaires pour les personnels? Je ne peux pas dire parce que les 5,50. Que faites-vous? Monsieur le maire, les 5,50 €, monsieur le maire, c'est vrai, ça coûte 5,50 €, 5 € un repas. Il y a des frais personnels, il y a le pain qui est pas dedans, l'électricité, on est d'accord, les frais d'amortissement de matériel. Et ça, c'est pas compté dans la facturation du repas, c'est dans le budget global. Et en face du budget global, vous avez également des recettes
les impôts que payent également les narcos et les narcos. D'un côté, il y a les budgets, les charges de personnel, en face, nous avons des impôts. Donc on ne va pas payer 2 fois. Donc je ne comprends pas ça, c'est l'objet global, les autres charges. Attendez, monsieur Boucher, je comprends bien que vous fassiez un peu de politique. Non, c'est pas politique. C'est votre rôle. Mais je vous rappelle également que lors du CLEP qui a eu lieu la semaine dernière, plusieurs personnes étaient présentes, dont Madame Fournier. On a évoqué ce sujet. Personne n'a rien dit, et donc vous n'avez absolument rien dit. Donc, je n'avais pas les éléments. Je termine, monsieur Boucher. Je termine, monsieur Boucher. Et donc je comprends très bien que quand il y a du monde, vous désirez faire un peu d'esbrouf et d'esclandre, mais s'il vous plaît, soyons un minimum cohérents dans ce qu'on fait. Quelle est la réalité des choses? La réalité des choses, c'est je suis votre logique. Voilà, on dit on touche pas au tarif, 2,50, 2,60. Et donc on laisse filer comme ça l'inflation, on laisse filer, on laisse filer, on laisse filer, on laisse filer, et on va se retrouver dans 15 ans, où à un moment donné, là on n'aura plus le choix. Et on va devoir faire un rattrapage de quoi? 1 euro? Est-ce que c'est ça que vous voulez réellement? C'est pas ça. Donc, moi ce que je vous dis, c'est qu'on est en dessous du seuil de l'inflation, l'ensemble des aides qui peuvent être données à ces familles ont été augmentées et ajustées selon l'inflation. Nous, c'est aussi notre rôle de suivre les courbes, et une fois de plus, on est en dessous de la stricte courbe d'inflation depuis le moment où ça n'a pas été actualisé. Enfin, il faut quand même se rendre compte qu'en faisant ce tarif, et dans toutes les villes, les tarifs sont actualisés chaque année. Nous, la politique qu'on a et qu'on continue à avoir, c'est de limiter au maximum la hausse, parce qu'on partage tous, avec Madame Delcroix et vous, Monsieur Bouchel, la même logique, c'est de dire que il faut faire un service, un repas de qualité. Premier axe, ce qu'on a fait en changeant de fournisseur, pour l'instant, je ne peux pas dire ce que c'est dans le futur, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Et également en laissant des repas abordables à un maximum. Voilà. Mais là, cette augmentation, honnêtement, vous êtes en train de nous faire une tempête dans un verre d'eau. Non, c'est au-dessus. Qui. Non. Oui, vous avez 2,19€ facturé, le prix repas facturé 2,19€ et vous êtes 2,50€ et 2,50€. Écoutez, monsieur Boucher, j'ai l'évaluation ici du prix des repas avec l'ensemble de l'inflation. Je pourrais vous les transmettre si vous désirez. Mais nos repas sont à 5,555 €. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. C'est qu'à un moment donné, on va arriver à des coûts de repas qui vont arriver à 6-7 €. Et ce sera plus supportable pour la collectivité. Et on devra prendre des décisions dans un contexte où on sait très bien que les dotations vont aller en diminuant. Le but, c'est pas de faire des économies, monsieur Bougel. On n'est pas en train de dire qu'on fait des économies sur le dos. On est en train de faire des ajustements. C'est totalement différent. Hein, c'est juste qu'on est en train de rattraper quelque chose qui aurait dû être rattrapé au fil des ans en mettant 2 centimes par an. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et malgré tout, on reste quand même l'une des communes. La commune. La moins chère. Ça va faire pas la commune. Le taux de sur Calais est bien plus bas, enfin bien plus haut que sur Marc, et malgré tout, le sont à 3,05 €. Moi, ça ne me choque pas du tout de passer à 2,60 €. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Lorsque Mme Delcroix signale ça représente quoi? Vous avez calculé 30 €. Famille et 2 enfants. Oui, effectivement. Je ne trouve pas ça choquant, sachant que justement sur Calais, je reprends le cas de Calais, une taux de pauvreté quand même bien supérieur à Marc. Les gens payent 3 € de l'ensemble et je ne vois pas où est le problème. Enfin, on ne parle que d'une augmentation qui est de 10 centimes. Qui n'a pas été augmentée, une fois de plus, c'est un réajustement. C'est le principe. C'est un réajustement. Je rejoins M. Bouchel, parce qu'on a les mêmes idées, parce que nous, l'ancienne municipalité n'a jamais augmenté pour justement une volonté que le ticket on n'a pas augmenté depuis 2011. Depuis 2011, justement, pour... Vous aviez augmenté avant, mais pourquoi est-ce que vous aviez augmenté avant, Madame Delcroix? Il y a bien fallu parce que ce qui avait été fait 4 ans auparavant. Il y a bien eu un moment où il a fallu que vous ajustiez. Vous êtes d'accord? Parce qu'il y a eu une augmentation du tarif, monsieur. Des augmentations de personnel. Non, parce que le tarif l'a baissé ici. Le tarif a baissé. Non, le tarif du repas de la cantine. Et l'inflation, vous en faites quoi? L'inflation, c'est par rapport au budget général, monsieur le maire. On n'a pas une inflation qui fait plus de...
Est-ce que, monsieur le maire, je parle de la fonction publique, est-ce que les salaires augmentent dans la fonction publique? Les salaires sont bloqués depuis 4 ans. Dans le privé, c'est pareil. Pour les salaires, c'est la même chose. On a un salaire décent grâce à quoi? Grâce à des heures de travail de nuit, grâce à quoi? À des heures supplémentaires. Et les gens ont un salaire à peu près décent à cause de ça, grâce à ça. Donc là, pourquoi augmenter? On donne du pouvoir d'achat au Marco et on va reprendre du pouvoir d'achat. Mais c'est pas l'histoire des centimes, c'est l'histoire du principe. C'est le principe. C'est le principe et tout. Alors, pour parler du personnel, je vous rappelle quand même qu'on a une revalorisation globale des catégories C qui a été passée dernièrement. Donc le personnel de cantine en début d'année 2015. Je trouve ça pas bien. Bah non, on a bien entendu, monsieur. C'est des sauts. Si vous le dites, mais il faudrait plus vous êtes en train de faire de la politique, alors vous ne pas en fait. Ah ben, t'as des marques, c'est des marques de famille. Simplement, vous donner l'avis de François Jouicard, puisque c'est beaucoup l'opposition qui s'exprime ce soir. Cette augmentation, qui est tout à fait des plus correctes, trouve quand même sa place dans un esprit de sauvegarde. Et notre priorité, notre préoccupation est de continuer à offrir le plus longtemps possible ces services. Donc ça ne nous a pas échappé que nous étions dans des périodes de diminution de dotation globale et que si on n'augmente pas dans des proportions tout à fait raisonnables, on peut à un moment donné se trouver confronté à la difficulté de savoir si oui ou non on est en capacité de maintenir le service des cantines. Parce que je vous rappelle que c'est un service qui est tout à fait facultatif et que rien n'oblige les mairies à faire une cantine. Donc c'est bien parce qu'on est conscient que c'est un service que l'on rend aux familles, aux mamans qui travaillent, que l'on rend aussi à certaines familles défavorisées, parce que c'est vrai que dans certains cas, dans certains foyers, le repas de cantine est le seul repas équilibré qui peut être donné. Et c'est bien parce que nous sommes des gens responsables et que nous agissons dans un cadre prévisionnel de maintien des services que nous sommes obligés, bien évidemment, de faire cette petite augmentation. Et puis je pense qu'il est temps. Moi, je vais juste rajouter un dernier point. Il y a des communes qui ont fait des choix horribles. Je vais le dire très clairement, il y a des communes qui ont fait des choix d'interdire de cantine des enfants dont les parents ne travaillaient pas, pour réduire les coûts. Et hors de question que ça arrive dans la ville de Marc, tant que je suis maire. D'accord? On a des choix à faire. Des choix, c'est suivre l'inflation et être en dessous de l'inflation, monsieur Boucher. Donc, il y a des réévaluations techniques qui se font, mais sur l'ensemble des tarifs. Les tarifs de salle peuvent être réévalués parce que parfois il faut suivre également l'inflation. Les tarifs hautes peuvent être réévalués parce qu'il faut suivre les inflations. Et l'ensemble des ressources sont réévaluées de la même façon en suivant l'inflation. Hein? Donc, voilà. C'est pas une décision qu'on prend en disant chouette, on va avoir 6 000 euros de plus. Hein, vous comprenez bien. C'est le principe. Je comprends bien votre principe, je comprends bien votre position d'opposition. Et je la comprends. Dernière intervention, si vous me permettez, pour répondre à Mme de Seigne, je sais très bien que le service de réinsertion scolaire n'est pas obligatoire par rapport à la commune. Et si on ne le faisait pas, on perdrait les élèves. On a vu également, ces dernières années, que si on n'avait pas de garderie préscolaire, et ben on perdait également des effectifs au niveau des écoles. On l'a vu avec les M de Marc, on a créé la garderie préscolaire, et ben on a eu un retour d'enfants dans l'école venant des écoles privées sur Calais. Parce qu'on avait le service en plus le matin de garderie et le soir de garderie. Donc je pense que la cantine, on vous très bien dans la cantine, si on n'a pas de cantine, les petites communes de nos villages, ils ferment leurs écoles, parce que la cantine est obligatoire. Et moi, je n'ai pas envie non plus qu'il y ait un maximum de gens à la cantine. Parce qu'on a vu avec Manuel, encore en Clèpe, qu'il y a des problèmes au niveau du comportement des enfants. Plus qu'il y en a, plus il y a de problèmes. Et puis après, il y a le personnel communal aussi qu'il faut embaucher. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Il faut faire un juste milieu. Donc, tout ça, c'est important. Mais moi, ce n'est pas le 10 centimes, ni 6 000 euros. C'est l'histoire du principe. Ce sont les enfants. Les enfants ont droit à manger, ils ont droit à un repas équilibré, ce que vous faites, avec une entrée, un plat dessert. Ah ben oui, mais c'est...
Alors, par contre, c'est manger pour 2 €. C'est-à-dire, monsieur Bouchez, on est sur une augmentation. Allez, on va faire un calcul tous ensemble. Un calcul tous ensemble. Un enfant, il mange à la cantine. C'est quand même rare qu'il reste les 4 jours de cantine, surtout pendant les nouveaux rythmes scolaires, on va dire 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. On parle là justement de parents qui logiquement travaillent, parce que... Attends, je finis. Donc on est à quoi? On est à 1 € d'augmentation par mois. Non, par semaine. Non, pas par mois, un mois par mois. 30 centimes, x 4. Ça fait un ticket. Non mais, moi je reprends la station de M. Perron, c'est qu'il y avait le droit à un tac-tac. Ce que vous avez dit, donc ça va dans les deux sens, M. Bouchet. Si vous voulez, faut pas polémiquer sur des trucs qui méritent. Je comprends votre point de vue. Mais je comprends votre point de vue et je le respecte. Je le respecte comme je respecte le point de vue de Mme Delcroix et de vous, parce que je pense que le groupe suit avec Mme Delcroix. Mais à un moment donné, il y a des choses telles que l'inflation où on est obligé de suivre cette inflation. Voilà. Et une fois de plus, on est en dessous sur un mécanisme qui est régulier d'inflation. Maintenant, l'inflation, a priori, on a une inflation zéro, donc tant que l'inflation est zéro, l'inflation est zéro. Mais là, vous comprenez bien qu'on est même en dessous de ce qu'on devrait faire. Largement. Voilà, allez, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Non. On s'abstient pour les raisons que nous avons évoquées, c'est-à-dire par rapport au coût, ce qu'on vous dit toujours de faire des économies. Je suis d'accord, on fait des économies de papier, mettre en l'occurrence, ceux-là on parlait de mettre en ligne pour faire des économies, là on parlait d'emploi. C'est tout simple. Ok, c'est noté. Moi aussi je suis absent. Alors, on va faire qui vote contre? Personne. Qui s'abstient? On a 6 personnes, donc le groupe continue ensemble. Et M. Bouchel et le reste approuve. Je vous remercie. Point 4, on passe en urbanisme. Voilà. Alors, 4.1, dotation globale des fonctionnements, actualisation de la longueur de la voirie publique communale. Le montant de la DGF est calculé en fonction d'un certain nombre de critères de la longueur de la voirie publique communale. C'est pourquoi, dans un contexte de raréfication des ressources, la mise à jour de la voirie permet d'optimiser les recettes issues des dotations de l'État. Il appartient à la commune chaque année de déclarer au service de la préfecture la longueur de la voirie communale réactualisée compte tenu des classements et déclassements de nouvelles voiries opérés dans l'année écoulée. Au 1er janvier 2013, la longueur de la voirie publique communale s'élevait à 60 590 mètres, 180 mètres linéaires de voies communales reprenant notamment l'impasse de l'Aquitaine ont été intégrés dans le domaine public depuis cette date. On va donc actualiser à 60 770 mètres au 1er janvier 2015 et le nouveau montant sera donné en propre communication au service de la préfecture pour être pris en compte dans le calcul de la DGF. Question, Romain? Bon pour tout le monde, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Voilà, ça nous permet d'arriver à la fin de nos délibérations. Quelques petites communications diverses. Pour les projets de territoire, depuis de nombreux mois, les élus du Calaisis en appellent à la solidarité nationale pour compenser les effets de la situation migratoire sur le territoire. L'appel a été entendu et tout le territoire du Calaisis devait bénéficier d'un contrat de développement territorial. L'État apportera 50 millions, le département abonde ce dispositif de 45 millions et la région de 25 millions. La thématique essentielle de ce contrat concerne l'emploi par l'accompagnement des projets de développement économique et soutien d'activité. De nombreux projets économiques figurent dans le contrat comme cas des premiers héroïquement la création ou la requalification de certaines zones d'activité, la desserte de l'aéroport et la création de l'euro-véloroute de voie verte. Ces 3 derniers points concernant au premier chef la ville de Marc avec la Turquerie, la desserte de l'aéroport et l'euro-véloroute. Voilà. Ce qui concerne la fibre optique. SFR Numérica vient de lancer les travaux pour le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Cap-Calaisis-Pernépal. Les entreprises dont équipées les 43 500 foyers seront connectés d'ici 2018, soit plus de 90 000 habitants. Les 5 communes de l'agglo auront enfin un débit stable, rapide et environ 1000 fois supérieur au réseau actuel.
Le nœud central sera rue Charost à Calais, des relais seront mis en place toutes les 300 prises, et une prise sera installée dans chaque habitation. Les zones d'ombre seront prioritaires, et le déploiement global sera réalisé en même temps et ne coûtera rien à la collectivité, l'investissement étant pris à 100% en charge par l'opérateur, tant que vice-président de l'agglomération en charge du numérique, ayant récupéré cette compétence il y a quelques mois à la suite du changement de gouvernance à la tête de l'agglomération. J'ai vraiment œuvré pour accélérer au maximum le déploiement et je me félicite que ça prenne enfin corps après des années et des années de tergiversation. On s'en sort et on commence à voir le bout du tunnel et donc on va pouvoir espérer avoir des connexions puissantes rapidement. Pour la mutuelle, vous savez qu'on a lancé une mutuelle. Je vous donne quelques chiffres clés qui datent d'il y a une semaine depuis la signature de la convention de la mutuelle juste le 8 septembre. Donc en un mois, 102 administrés, soit 58 familles, ont adhéré à la mutuelle de la ville. L'économie moyenne constatée était de 27% à couverture constante sur les cotisations payées à l'année entre les contrats précédents et actuels. La population adhérente est composée à 70% de plus de 60 ans, à 29% de personnes entre 25 et 59 ans, et à 1% pour les moins de 25 ans. Il y a 60% de couples, 13% de familles, 21% de personnes seules et 6% de familles monoparentales. On a fait également des réunions de quartier. 6 réunions avec café avec votre maire sont tenues à la rentrée du 23 septembre au 10 octobre. On couvert géographiquement l'ensemble du territoire de la commune. Plusieurs élus étaient présents, je remercie leur présence d'ailleurs. Elles ont rencontré à nouveau un vif succès en démontrant participants à chaque rencontre. Les points forts et informations qui ont pu être soulevés portaient notamment sur l'arrivée de la fibre, j'en ai parlé en 2017-2018, le projet Eurovéloroute Voie Verte, le lancement de l'application Ville de Marque, la sécurité, on l'a dit, avec la mise en place future de caméras de vidéosurveillance sur certains équipements, la verbalisation électronique, l'acquisition d'un appareil de contrôle de vitesse, des travaux en cours et à venir, goudronnage de l'allée du cimetière à Marc-Centre, les travaux de rénovation de l'église DM, la réfection des trottoirs sur la rue François Mitterrand, des équipements, l'acquisition du mobilier urbain, poubelles, bancs, installation d'un site parc au Fort Vert. Un point également sur les travaux en cours, tout d'abord les travaux de voirie, l'allée des Hirondelles. Des travaux de rénovation de voirie et de trottoirs ont été réalisés durant le mois d'octobre par l'entreprise STPP de Saint-Folquin pour un montant de 80 496 € hors taxe. On a mis également en place, on va mettre en place de nouveaux candélabres équipés de LED avec variation de présence au plus tard fin novembre par Eiffage Énergie de Calais pour un montant de 7 804 € sur cette même allée des Hirondelles. On a rendu accessible également, je l'ai évoqué tout à l'heure, le cimetière de Marc-Centre aux personnes de mobilité réduite. Donc l'engagement a été pris de le faire avant la Toussaint, ça a été respecté puisque les travaux ont été livrés le 26 octobre dernier. Et les travaux ont été réalisés par l'entreprise Envers TP d'Arbres pour à peu près 28 000 € de travaux. En ce qui concerne les travaux de bâtiment, bien évidemment, vous avez dû voir qu'on a commencé à restaurer l'église Saint-Joseph-DM. L'installation de chantier a été faite le 21 septembre dernier et durant le mois d'octobre, les travaux suivants ont été réalisés. Les tableaux de baies ont été purgés. Les travaux et préparations de réservation pour les caniveaux de chauffage ont été effectués. La façade sud a été gommée. Donc on gomme la façade avec du sable, un truc comme ça, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Ah, je deviens bon. Je me remettre attention à la On a déposé les couvertures, on a repris les charpentes, on est en cours de reprise de charpente, et on va débuter les travaux de couverture en décembre, et la nef et les transepts seront terminés fin janvier 2016. Les premières factures des entreprises sont à peu près à 200 000 € hors taxe, ça suit nos prévisions. En ce qui concerne le terrain de football synthétique, M. Bouchel l'a évoqué tout à l'heure, en raison de la météo peu clémente au mois de septembre, la décision a été prise de ne réaliser que les travaux de drainage et de fondation cette année. On posera la couche de souplesse et la moquette synthétique au printemps, quand il fera un peu plus beau et moins humide, afin de préserver l'équipement et de ne pas se précipiter. Exactement. Par contre, les mâts d'éclairage, le système de vidéosurveillance et les clôtures seront installés avant la mi-décembre cette année. En ce qui concerne les travaux d'isolation de la clôture du boulodrome, les travaux ont été réalisés par les services techniques en partenariat avec une équipe des ateliers de la citoyenneté, donc le chantier d'insertion.
Il s'agissait de mettre en place sur une surface de 166 m² des panneaux isolants pour la toiture. L'entreprise Dalkia a procédé au remplacement du système de chauffage radiant gaz. L'investissement d'opération de 34 000 € hors taxe. On a inauguré tout ça dimanche dernier avec une compétition de pétanque où Madame Carbonnier a pu faire étalage de ses talents. D'autres travaux également ont lieu. On a curé les fossés, on a fait du curage de fossés comme tous les ans avec l'entreprise STDV des attaques. Donc c'est les fossés bordant la rue de Waldan et la rue d'Ora qui ont été réalisés. Et on va démarrer cette semaine le curage des fossés de la rue du Colombier. Le pont de la rue du Canal, l'entreprise OTP des attaques a démarré la rénovation de l'ouvrage. Donc on connaît tous, on a eu la grosse bosse au niveau de la rue du Canal depuis 15 jours. La totalité des travaux, c'est à peu près 25 000 €. En ce qui concerne les futurs travaux, donc vous voyez bien, en fait, si je donne le nom des entreprises et leur lieu, c'est bien pour vous montrer qu'on fait de l'ultra local. On est vraiment dans l'entreprise, et c'est vraiment une démarche qu'on a mis en place et volontaire de favoriser l'emploi local. En ce qui concerne les travaux de voirie, l'avenue François Mitterrand, on a lancé la consultation d'entreprise pour la rénovation des trottoirs entre la rue du Canal et la rue Gaston-Paris, et on réalisera les travaux au printemps prochain. Pour la rue Jean Bart, la consultation des entreprises sera faite avant fin novembre pour la rénovation complète depuis le croisement avenue du Général de Gaulle au Fort Vert jusqu'au Petit Bois avant les Halles de Marque, et les travaux seront réalisés au printemps prochain. Pour les Halles de Marque et le Fort Vert, la consultation des entreprises pour la réalisation des impasses qui n'ont pas encore été réalisées en enrobé sera lancée avant la fin de l'année. Dans le même temps, les impasses qui ne comportent pas d'éclairage public se verront dotées de LED, luminaires LED à détection de présence. L'objectif étant que les usagers des hameaux soient dotés d'équipements identiques à ceux du bourg de Marque. En fonction des moyens budgétaires, toute ou une partie de ces travaux seront réalisés au cours de l'année 2016. Pour la rue de Bretagne, un dossier de consultation d'entreprise sera mis au point avant la fin de l'année pour une réalisation des travaux dès 2016, à savoir la création de trottoirs, la rénovation complète de la voirie et une aire de retournement. Aux hautes communes, il faut tout d'abord procéder à l'effacement des réseaux. Une consultation pour retenir un bureau d'études afin de mettre au point le dossier de consultation d'entreprise sera mise en place et on démarrera les travaux en 2017 avec un étalement de 3 ans pour aménager la place. Vous voyez tout ce qui est rue de Flandre, etc. Il faudrait prévoir un bitume compressé, pas... Ça, c'est les techniques, monsieur le maire. Franchement, c'était raté, une fois de partout. Monsieur Dumont, vous avez pris bonne note? Bitume compressé, je sais compressé, je tape. Bon, vous voyez ça avec les salles. C'est important. Si vous le dites. Je sais pas. Je ne crois que ce soit pareil. Bon, allez. Travaux de bâtiment. Toujours. Concernant l'extension du multi-accueil et la création d'un jardin d'enfants, notre projet a reçu un avis favorable de la CAF quant à son financement, ce qui nous permet de lancer la consultation pour acquérir le mobilier et réaliser les travaux. En même temps, on va lancer les process de recrutement. Pour quelques autres opérations en cours, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la place de l'Europe. Le bureau d'études Urbain Folia a été désigné donc, en commission pour un montant de 35 505 € et 38 centimes hors taxe, précis. La durée de la mission est de 4 mois. Une première réunion de travail a eu lieu en décembre. L'objectif de la mission est d'élaborer 3 scénarios d'aménagement de la place de l'Europe et des rues adjacentes, de définir un programme de travaux qui servira pour la consultation de maîtrise d'œuvre, d'évaluer le coût de l'ensemble des travaux, les 3 scénarios avec une logique participative des habitants de la ville. En ce qui concerne le nouveau PLU pour Marque, le bureau d'études Verdi a été retenu pour l'élaboration du nouveau PLU. La première réunion de travail aura lieu début décembre également pour lancer la procédure. Cette mission se déroulera sur 23 mois, et plus en concertation avec les habitants. Une conférence de presse sur le projet, très important, on vous fait un PLU, pour notre avenir, le développement de la commune de Marque à l'horizon 2028, sera réalisée au courant du mois de décembre. Des opérations nouvelles seront également étudiées lors de l'élaboration du budget 2016, mais là on a déjà, pour plusieurs des opérations, déjà anticipé les process d'appel à concurrence, donc c'est important pour moi de vous les donner. En ce qui concerne les manifestations passées, on a eu 300 visiteurs au marché fermier de produits locaux à la MNE. Le 20 septembre, l'après-midi, on a une chasse au trésor organisée par Ludo 62 avec 600 personnes, parents et enfants. C'était la 2e édition. Le 27 septembre, de nombreux participants ont assisté au variété jazz du Calaisie. Les 3 et 4 octobre, l'UQAM a organisé en partenariat avec la ville une première exposition vente géante de Playmobil qui a aussi attiré
beaucoup de personnes. En ce qui concerne la boxe, 800 personnes étaient présentes au gala international du 9 octobre avec Geoffrey Jacob, avec une belle victoire du frère de Romain, et on va tous dépêcher la boucle à Lyon pour aller voir le match, si qu'ils désirent. On va se dépêcher. Le 31 octobre, on a fait une première vente de paniers de légumes bio issus de la ferme. Donc des légumes totalement cultivés à la MNE, vendus 2 € le panier, et je crois qu'on a tout vendu en l'espace d'une demi-heure. C'est quand même une attente forte des marquois. On va bien évidemment renouveler l'expérience et faire en sorte que qu'il y ait encore plus de paniers et plus de marquois qui puissent bénéficier des bons produits de la ferme. La fête d'Halloween organisée par le CMJ, Quentin, on a ouvert pour la première fois aux plus petits, c'est-à-dire à partir du CP. Il y a eu près de 300 enfants qui ont participé et c'était bien sympa. En ce qui concerne les événements à venir, alors ça commence dimanche avec le 7e tour de Coupe de France de football. Marc contre Amiens, l'affiche est là, Amiens national. Marc CFA2, donc 2 niveaux en dessous. On attend beaucoup de monde, venez nombreux. Et 7e tour, c'est à 2 tours des 32e de finale, ce qui est le plus haut jamais atteint pour le club. Ça fait la 4e année consécutive qui sont au 7e tour, mais ça doit être une rare fois où on doit recevoir au 7e tour. Et donc, c'est quand même très important, c'est le club du Calaisis qui a été le plus loin et régulièrement le plus loin en Coupe de France. Donc, viendez nombreux. 15 novembre, dimanche, 14h. Le 20 novembre, on a le concert de Mathieu Esnu, qui est un pianiste soliste internationalement reconnu. Et le concert a été mis en gratuit sur une décision de M. Pile, que je remercie, puisqu'on désire offrir un spectacle de qualité, et c'est vraiment la très très belle musique, avec des compositeurs très connus, et faire découvrir à une majorité de Marcois. Le concert de la Sainte-Cécile aura lieu le 29 novembre à 16h au complexe municipal du Versevant. L'entrée est gratuite là encore, et les bénéfices annexes, buvettes, etc. seront reversés au Téléthon. Une collecte de jouets organisée, donc l'affiche est là pour la Sainte-Cécile. Voilà. Pour la collecte de jouets organisée par le CMJ en partenariat avec l'amicale des pompiers du centre de secours de Marc, c'est jusqu'au 30 novembre, pour déposer des jouets neufs ou en bon état à la mairie. Et grâce à un partenariat avec l'hôpital de Calais, ils seront donnés aux enfants hospitalisés. En décembre. Voilà. Merci Quentin, c'est une belle opération. L'affiche est là, ça s'appelle Hockey Noël. Voilà. Le Téléthon, beaucoup d'organisations sont organisées cette année par les écoles du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre. Les activités sportives artistiques ont donné pédestres et ventes de porte-clés et peluches dans les écoles. Donc ça, il faut se rapprocher des responsables de cantine, parce que vous dites, ça ressemble à ça, au niveau de l'affiche. Et surtout, le centre social et culturel vous fait un super programme et met en musique un peu l'ensemble des associations de la commune, le tennis, la pétanque, le ping-pong, le char à voile, les amis de l'Actor, la B2M, Transcendance, le Touring Club, Cheerdance, M Loisirs, l'aéromodélisme, Marc Minier radiocommandé, gymnastique volontaire, football, volley, basket, randonneur de la Côte d'Opale. Donc il y a un programme très complet qui est effectué sur tout le week-end des 4 et 5 décembre, qui est ici, qui sera distribué par le centre social dans les boîtes à lettres. Des animations qui commenceront le 21 novembre, mais qui auront leur point fort au cours du week-end du Téléthon, avec de la musique, de la danse, du sport, des jeux gonflables, des ventes de sucreries. Et le chèque de don sera remis lors du spectacle de Noël organisé par le Centre social et culturel le 19 décembre prochain au complexe Hubert Seban. On renouvelle cette année l'arrivée de Saint-Nicolas sur la place de l'Europe. Le 7 décembre, lundi 7 décembre à 17h, on lance les illuminations à 17h15. Stand photo gratuit dans la maison de Saint-Nicolas et distribution de chocolat chaud évidemment gratuit pour tous les enfants. On a le retour également du marché de Noël les 12 et 13 décembre organisé par la commune, toujours à la ferme des Aigrettes. Vous avez rencontré un beau succès l'année dernière. L'année dernière on avait 15 chalets, cette année on en a 25.
les services techniques ont créé 10 chalets supplémentaires. Et les chalets sont partis en l'espace de 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Donc tout est plein, il y a vraiment beaucoup d'exposants, et on est très contents et on espère encore faire grossir ce marché de Noël d'année en année. Et il y aura une restauration sur place et du vin chaud distribué. Et je signale également que on aura un chalet tenu par nos amis d'Aibar, qui viendront avec produits locaux. Les Wurst. Ouais, c'est Wurst. Le 13 décembre, toujours, on a un concert de gospel de Noël à l'église Saint-Martin, qui s'appelle The Flames Gospel Choir, à 15h30, qui est organisé par le comité des fêtes. Donc, vous pouvez bien évidemment consulter le service des fêtes à la mairie. Je vous rappelle également, tout le monde le sait bien évidemment, que le 6 et 13 décembre, de 8h à 18h, nous sommes appelés aux urnes pour les élections régionales. On a eu confirmation hier, il y a 9 listes, on reste avec 8 bureaux dans les lieux habituels. Donc le changement, c'est qu'en mairie, on fait les pages d'or. Je souhaite bien évidemment bonne chance à tous les candidats. On a 4 candidats marquois, dont 2 autour. Le point 6, c'est les articles L21, 22.22 du CGCT, les marchés publics que vous avez normalement dans vos convocations, c'est pas la peine que je vous lise. C'est épargné, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Allez, les prochaines dates des conseils municipaux. Alors, on espère ne pas les bouger, on a dû bouger celui-là, je sais. Celui-là, on a dû bouger pour avoir la subvention du syndicat. On comprend, hein. Alors, on a fixé le 23 février pour le DOB, un mardi. Le 22 mars pour le budget. Et le 7 juin pour partir en vacances l'esprit serein. Donc toujours 19h, toujours les mardis, toujours ici.